J'ai toujours eu un rapport particulier avec la franchise Toy Story. Ayant grandi au début des années 2000, les deux premiers furent pour moi de véritables films de chevet à l'époque, dont j'ai fini par user les VHS à force de nombreux visionnages. Beau, drôle, doté de mise en scène léchée ainsi que d'un rythme très soutenu, la franchise des studios Pixar a rapidement réussi à s'imposer comme la référence des films d'animation 3D, aussi bien pour le grand public que pour les cinéphiles confirmés. En même temps, le premier Toy Story cumulait à lui tout seul pas mal de qualités franchement impressionnantes, car en 1995, le premier opus change durablement l'histoire du cinéma, et plus précisément, celle du cinéma d'animation au global. Il est à l'époque le premier long métrage intégralement réalisé en images de synthèse, une immense prouesse technique et preuve du savoir-faire des studios Pixar qui n'en sont d'ailleurs qu'à leur balbutiement à ce moment-là. Pourtant, au départ, le pari n'est franchement pas gagné, car lors de sa première présentation, en novembre 93, le projet ne convainc absolument personne. Déjà, les premiers retours concernant le personnage de Woody le qualifient d'antipathique, détestable, et le film en lui-même est jugé froid, dénué d'âme ou d'identité. Et tout ça n'est pas vraiment la faute de Pixar en réalité. En effet, à l'époque, une certaine firme aux grandes oreilles désire alors s'orienter vers une intrigue bien plus sombre, avec des personnages pleins de cynisme et une approche beaucoup plus mature qu'à son accoutumée. S'éloigner de ses productions familiales en gros. Pourtant, ce n'est absolument pas ce que souhaite Pixar à ce moment-là, et c'est suite à ses premiers retours très négatifs que Disney décide purement et simplement de figer le projet. Malgré cet arrêt brutal, les équipes de Pixar ne lâcheront rien, et réécrivent alors en 2 semaines ce qui composera toute la première partie du film, en changeant évidemment drastiquement l'intention et le ton imposé par Disney à la base. Et c'est cette refonte dans ce très court laps de temps qui leur permettra finalement de réussir à convaincre les studios Disney. Le tout grâce à un Woody bien plus attachant, mais aussi un ton global bien plus léger, qui donne au film une ambiance véritablement lumineuse, bien plus que par le passé. L'intrigue se développe cette fois-ci autour d'une profonde et belle histoire d'amitié, avec une écriture et un développement bien plus émouvants et bien plus joyeux qu'auparavant. Petite anecdote, John Lasseter, créateur et leader créatif des studios Pixar à ce moment-là, finira par avouer que ces 2 semaines de rush et de réécriture auront finalement contribué à créer ce qui constitue le cœur émotionnel du projet, et au final, ce qui lui donne cette âme si particulière et novatrice à ce moment-là. Donc une période certes intense pour Pixar, mais qui aura définitivement servi à créer le phénomène qui est devenu la franchise Toy Story par la suite. Et si le premier volet des aventures de nos jouets préférés s'avère être un immense succès à sa sortie, tant pour sa prouesse technologique que pour son côté inédit et jamais vu, force est de constater qu'il n'a pas qu'un seul atout dans sa manche à ce moment-là. Et oui, si visuellement le film s'avère révolutionnaire en 1995, avec ses reflets ultra réalistes jamais vus, ses lumières somptueuses et son animation organique qui mettent tout le monde d'accord, il se voit de plus doté d'une écriture extrêmement maîtrisée, ce qui surprendra également beaucoup à l'époque. Une aventure soutenue, au souffle épique, remplie de moments intenses, de courses-poursuites même, bref, un vrai film varié et ultra généreux finalement, alors qu'on attendait un film pour enfants. Et si la trame narrative du film est extrêmement bien ficelée, elle brille aussi et surtout grâce à ses personnages atypiques, leur diversité et des caractères bien plus subtil et profond qu'il n'y paraît. Le film ira par conséquent piocher dans des thèmes universels qui parlent à tous les âges. La jalousie, l'abandon, l'identité même, le tout caché derrière un humour léger et un esprit bon enfant, rendant l'œuvre accessible à tous les âges, mais se permettant aussi de proposer plusieurs degrés de lecture. Par exemple, la rivalité fraternelle entre Buzz et Woody. Le cow-boy craint à ce moment-là d'être remplacé par ce nouveau venu. En effet, doté d'un fort caractère, Buzz s'impose rapidement comme potentiel nouveau leader du groupe des jouets d'Andy. Et de là naît forcément une jalousie profonde de la part de Woody, mais surtout la crainte de disparaître aux yeux des autres. Un détail pouvant paraître anodin au premier abord, simpliste même, mais qui est en réalité un miroir des peurs parentales, et celle d'être remplacé par un nouveau venu dans la famille. Mais également des thèmes comme la crise d'identité sont abordés par le film. Buzz est convaincu d'être un vrai ranger de l'espace, jusqu'à ce que cette certitude se brise et qu'il se voit confronté à une profonde remise en question, et au sens même de son existence. Notre pauvre ranger de l'espace sombre alors dans une dépression, son monde s'effondre, et il doit malgré ça continuer d'avancer, en sachant pertinemment que rien de ses principes ou de ses souvenirs n'a jamais réellement existé. Il doit faire face au vrai monde, et ainsi réapprendre à vivre en étant conscient qu'il n'est finalement qu'un jouet comme les autres. Mais aussi des thèmes comme la rédemption et l'émergence d'une amitié inattendue sont également évoqués. Woody est au départ un monstre d'égoïsme, il ne souhaite avoir Andy que pour lui, mais il apprend au fur et à mesure à devenir empathique, et ainsi à penser aux autres. En somme, il découvre le partage, et il laisse derrière lui son individualisme et son égocentrisme. Une belle évolution pour le personnage. Toy Story est donc pourvu de réelle profondeur, et ce, même s'il semble nous présenter des personnages rigolos et bon enfant, sans vouloir aller plus loin au premier abord. Un T-Rex qui parle, une patate qui fait des blagues, et plein d'autres concepts complètement farfelus, qui bénéficient pourtant de développement et personnalité d'une complexité rare pour ce genre de production du moins. Et c'est cette subtilité et cette profondeur dans sa narration qui poseront, selon moi, les premières bases de ce que j'aime appeler la patte Pixar. Des films visuellement sublimes, souvent très touchants et destinés à tous les âges, et pourtant toujours dotés de sous-textes et messages à l'écriture bien plus poussés qu'il n'y paraît. Des films comme Wall-E par exemple,
exemple, pour n'évoquer que lui, qui sous ses airs de petite aventure de SF rafraîchissante, et pour le moins innocente, dénonce en fait notre société de consommation excessive, mais également notre dépendance malsaine à la technologie, sans oublier bien sûr le message écologique alarmiste au cœur du film, très bien amené sans être lourd ou moralisateur. Des thèmes franchement avant-gardistes qui peuvent d'ailleurs être perçus différemment à notre époque, car certains se sont vus franchement amplifiés au fil des années. Mais encore une fois, tous ces messages s'avèrent subtilement dissimulés par un enrobage bon enfant, planqué derrière des personnages mignons et un humour ultra bien dosé, qui laisse tout de même place à de véritables moments de poésie. Pour moi, c'est ça, la patte Pixar. Des films qui parlent à tout le monde, sans pour autant tout nous expliquer ouvertement. Une œuvre que l'on doit décortiquer et où l'on doit creuser pour en comprendre toutes ces thématiques. Une subtilité que le cinéma actuel semble d'ailleurs avoir complètement oubliée, tant certains films qui sortent s'avèrent parfois vraiment infantilisants. Mais ça, c'est un autre sujet. Et quand Toy Story 2 pointera le bout de son nez en 1999, seulement 4 ans après le premier opus, et 1 an après l'excellent Mille et une pattes, prouvant que Pixar n'a absolument pas chômé entre-temps, hein, les nouvelles aventures de Woody et Buzz repoussent alors, une fois de plus, les limites du long métrage d'animation 3D. La fluidité des mouvements est ici encore améliorée, et gagne en naturel, les textures sont affinées et nettement plus précises. Le rendu des personnages humains, un peu flippant dans le premier opus, il faut bien l'avouer, s'avère ici bien plus crédible, et la trame narrative se permet même, selon moi, bien plus de folie. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai rêvé enfant de pouvoir mettre la main sur le faux jeu vidéo de l'introduction du film, ou même encore de pouvoir me rendre dans l'immense ferme aux jouets que visitent nos héros favoris au cours du long métrage. Toy Story 2 amènera en plus de ça un roster de personnages haut en couleur, approfondissant ainsi le caractère de Woody et lui créant un réel passé, une histoire qui lui est propre. Un background qui rappelle ici fortement celui de Buzz et de Star Command dans le premier opus d'ailleurs. Et ici, de nouvelles thématiques feront encore leur apparition. Woody qui hésite entre la gloire et ses amis, qui doit choisir sa vraie place, et décider de ce qui en vaut réellement la peine. Une vraie remise en question de ses racines et du rôle qu'il a à jouer dans ce monde, parfait écho des dilemmes de Buzz lors de Toy Story 1. Mais aussi, et encore une fois, l'obsession et la peur d'être abandonné, bien que traité cette fois d'une manière totalement différente du premier film. L'un des nouveaux personnages, Jessie, se voit victime d'un traumatisme, qui la hante et ne la quitte jamais vraiment, le jouet ayant été abandonné par son enfant et ne faisant plus confiance à aucun humain, là où Woody, lui, ne connaît que l'amour et sa fidélité à Andy. Encore une fois, Pixar nous propose ici l'idée absolument géniale et inédite d'introduire dans son intrigue des jouets brisés, abandonnés et souffrant de traumas dont ils peinent à se remettre. La dépression est encore une fois ici un thème récurrent de Toy Story 2, mais traité complètement différemment et d'une manière rafraîchissante. Et la profondeur et le génie d'écriture extrêmement maîtrisé de ce second volet ne seront finalement qu'un amuse-gueule de ce qui nous attendra par la suite, car des années plus tard, en juillet 2010, débarque enfin le fameux Toy Story 3. Et encore une fois ici, Pixar lâche une petite bombe dans le cinéma d'animation. Les thèmes abordés par le film n'ont jamais été aussi universels que par le passé. Andy a grandi et il s'apprête à rentrer à l'université. C'est un adolescent qui vit une période de transition et qui n'a plus les mêmes centres d'intérêt, délaissant petit à petit ses jouets. Le film traite donc du temps qui passe, de l'acceptation du changement et celle de laisser notre enfance derrière nous, en somme de devenir adulte. Quelque chose qui résonne forcément en chaque être humain, et c'est là tout le génie mais aussi toute la mélancolie du film. Une intrigue emplie de nostalgie avec des passages certes drôles, parfois hilarants, mais malgré tout un ensemble au ton doux amer. Et là où Toy Story 3 s'avère brillant dans son déroulé, c'est qu'il aborde au passage tous les thèmes qui sont propres à la saga, sans oublier de leur apporter un aspect inédit évidemment. L'histoire de Lotso par exemple traitera encore une fois de la peur de l'abandon, mais cette fois, son traumatisme est si fort que l'ours en peluche finit par se transformer en chef tyrannique, faisant ainsi régner sa dictature sur Sunnyside, petite garderie semblant sympathique au premier abord, mais véritable prison pour les jouets. On retrouve alors dans Toy Story 3 un développement de lieux et de personnages franchement inédits au sein de la franchise, en plus d'un contexte encore une fois renouvelé. Et pour s'ajouter à ça, le film aborde ici des thèmes encore plus adultes, toujours avec la douceur d'écriture habituelle des studios Pixar, hein, mais avec une approche encore une fois très surprenante. Lors de la scène de l'incinérateur, on retrouve notre bande de jouets préférés confrontée à une fatalité à laquelle personne ne peut échapper. Suite à la trahison de Lotso, il se retrouve dans ce qui est sans doute pour moi la scène la plus stressante et tragique de la franchise. Et oui, contre toute attente, Toy Story 3 nous parle à ce moment-là de l'acceptation de la mort. C'est dans une séquence extrêmement intense et au ton très sérieux que notre bande de héros finit par baisser les bras et par conséquent accepter son funeste destin. Après s'être battus jusqu'au bout et avoir tout tenté, ils finissent par se donner la main, fermant leurs yeux et acceptant ainsi une mort inévitable. Mais ça, c'était sans compter sur le grappin. Évidemment que Toy Story n'allait pas se terminer sur le massacre de ses héros et héroïnes emblématiques, mais j'ai franchement eu une grosse goutte de sueur pour cette scène à l'époque. En découle évidemment un message positif, celui de ne jamais laisser tomber, même dans les situations les plus critiques. Il y a toujours de l'espoir et une lumière au bout du tunnel. Mais quand même, pour un film familial, c'était franchement osé et super bien vu de la part des studios Pixar.
Bref, pour moi, et c'est seulement mon avis, Toy Story 3 s'avère être le pic de la franchise. D'une beauté absolument saisissante, avec des modélisations et lumières encore plus parfaites et somptueuses, mais aussi des textures extrêmement cohérentes, et des jouets toujours plus crédibles à l'écran. Le film bénéficie de tout le savoir-faire et de l'expérience accumulée par Pixar à cette époque-là. Il est une sorte de synthèse de la franchise, mais aussi de ce dont est capable le studio. Il reprend des thématiques chères à Toy Story, mais apporte également des choses nouvelles et franchement bienvenues. Il offre à nos jouets une parfaite conclusion, pleine de tendresse, de mélancolie, et comme je le disais précédemment, au ton doux amer malgré ça. La scène du passage de flambeau à la fin du film, lorsqu'Andy donne ses jouets à Bonnie, et joue une dernière fois avec elle d'ailleurs, restera à jamais pour moi gravée comme l'une des plus belles conclusions de l'histoire du cinéma d'animation. Parce que de belles fins dans les films d'animation, on en a certes eu énormément, mais avec des messages qui résonnent aussi fort chez autant de gens à la fois, de toute génération, ça ne court finalement vraiment pas les rues. Et je n'en ai pas parlé, mais je trouve ici que Randy Newman, compositeur historique de la franchise depuis le tout premier opus, signe littéralement son chef-d'œuvre avec Toy Story 3. Et c'est pour ça pour moi que Toy Story 3 apportait un point final parfait à la franchise, une conclusion qui fermait la porte à d'éventuelles suites opportunistes, ou juste là pour rallonger la sauce. Mais ça, c'était sans compter sur l'appât du gain habituel des studios Disney, car une franchise aussi populaire et juteuse que Toy Story finirait bien par être ressortie du placard pour être essorée jusqu'à la dernière goutte. Et c'est en 2014 qu'est annoncée la mise en chantier de Toy Story 4. Et pour tout vous dire, je n'étais franchement pas enthousiaste à l'idée d'un 4e volet. Déjà, suite à certaines controverses, plus de John Lasseter ici, pourtant réalisateur emblématique de la trilogie originale, mais place à Josh Cooley. Bon, le bonhomme était tout de même scénariste sur Vice Versa précédemment, donc ils ont pas pris un novice non plus, mais Lasseter n'était pas le seul remplacé à ce moment-là. En effet, l'équipe habituelle d'écriture est différente, et il y a de leur part une réelle volonté de renouveler la franchise, et le ton global des films. Et malgré cette intention louable, d'apporter un souffle nouveau et de réinventer la roue avec ce 4e opus, le film restera pour moi le moins impactant de toute la franchise. Alors attention, ce n'est absolument pas un mauvais film, loin de là, il a même d'excellentes qualités à mon sens, et j'ai passé un très bon moment en le visionnant. Bon, déjà c'est toujours plus magnifique, toute la partie visuelle est quand même sacrément boostée ici, ça c'est indéniable. On sent qu'on n'est plus en 1995, et même par rapport à Toy Story 3, il y a eu un sacré gap, ça il faut l'avouer. Mais passé cet émerveillement pour les yeux et notre plaisir nostalgique de retrouver tous nos personnages fétiches, force est de constater qu'on aura ici que très peu de nouveautés à se mettre sous la dent. Peu de thématiques présentes dans les films n'ont pas déjà été traitées ou abordées au sein même de la franchise, ce qui est curieux pour un film voulant vraiment renouveler son concept. Et si l'histoire tente ici de se recentrer sur Woody, ce qui rend l'intrigue plutôt touchante et assez inédite pour le coup, on assiste malgré tout à une sorte de redite de la conclusion du précédent volet, une histoire encore autour d'une séparation déchirante. Sauf qu'ici, l'intrigue n'est pas aussi efficace malheureusement, et la sauce ne prend plus. Enfin, pas autant précédemment. Et dans ce 4e film, on perd en plus cette notion de puissance collective que formait notre groupe de protagonistes, et qui, à mon sens, créait un tout cohérent, une sorte d'alchimie entre ces personnages qu'on avait tous fini par connaître un peu par cœur, un peu comme de vieux potes. Leurs réactions, leurs caractères, les interactions ou engueulades qu'ils pouvaient avoir entre eux, tout ça faisait partie de l'ADN de la franchise, et surtout lui donnait ce ton si particulier. Un groupe que j'ai trouvé malheureusement très effacé dans ce nouveau volet, et très peu soudé. Et quand on cherche à émouvoir le spectateur autour de la grande séparation de notre cowboy préféré et du groupe en question, sans développement et sans interaction au sein même du film, ça fait tâche tout de même, et c'est forcément beaucoup moins impactant à l'arrivée. Bon, je comprends qu'à la base c'était pour laisser place à de nouveaux jouets, certes, mais le film semble ne jamais vraiment l'assumer, restant un peu paralysé par cette nostalgie et son casting original. Et c'est pour ça que pour moi, la scène finale de la grande séparation, qui cherche absolument à nous émouvoir et à nous faire ressentir le frisson habituel des productions Pixar, ne fonctionne pas totalement à mon sens. Je n'ai pas eu l'impression de véritables au revoir en bonne et due forme, non, seulement une sorte de redite un peu maladroite et moins impactante du précédent volet, la finesse et la subtilité d'écriture en moins. Et la conséquence de ces personnages emblématiques si peu développés dans Toy Story 4, parfois même désincarnés si j'ose dire, m'a finalement donné l'impression de ne pas avoir réellement eu affaire à un véritable opus charnier de la franchise, mais plutôt à quelque chose de bien moins ambitieux, bien plus proche des scénarios des courts-métrages sortis entre les 3e et 4e opus finalement, qui sont absolument excellents, ça c'est pas le souci, mais évidemment bien moins ambitieux qu'un film principal, et bien moins subtil. Et quand on voit tous nos jouets préférés faire leurs adieux à Woody, enfin pour ceux qui parlent à ce moment-là, c'est-à-dire quasiment personne, on sait très bien que c'est une chose qui ne sera jamais pleinement assumée dans les suites. Bah oui, on se doute qu'un jour arrivera un Toy Story 5 et qu'il ne se fera évidemment pas sans Woody. Bon, ça a l'air très négatif dit comme ça, mais j'ai pourtant beaucoup d'affection pour Toy Story 4. Et pour évoquer très brièvement les choses que j'apprécie sincèrement dans cet opus, on peut déjà évoquer le personnage de Quichette. Je trouve son intrigue et son développement pour le moins très intéressant et assez bien amené. Ce nouveau personnage est en quête d'identité et n'arrive pas à trouver sa place. Et c'est Bonnie qui finira par le voir non comme un déchet, mais comme un véritable jouet à part entière. Le film nous dit alors qu'une identité peut être définie par le regard et l'attachement des autres, et pas seulement par notre apparence ou même notre origine. J'aime également beaucoup la manière dont le film
démarre. Son introduction avec la séparation entre Bergère et Woody, un soir de tempête, donne un ton très dramatique à l'ensemble et s'avère particulièrement efficace. Un vrai début sur les chapeaux de roue, si je puis dire. Les thèmes abordés par Toy Story 4 sont encore une fois ici bien plus profonds et intelligents qu'il n'y paraît, sans forcément le faire avec la maestria et la finesse d'écriture des précédents opus, certes, mais les thématiques abordées restent intéressantes et font vraisemblablement écho à des dilemmes et sujets sociétaux modernes. Le personnage de Bergère, autrefois réduite à un rôle de second plan, trouve enfin ici une vraie place au cœur de la narration, le tout grâce à un redesign surprenant la faisant passer d'un caractère en sucre à celui de véritable machine de guerre. Une transition que j'ai trouvée certes un peu abrupte, mais pas dérangeante pour le coup. Il redonne de l'intérêt au personnage, trop souvent laissé sur le côté. Je l'ai par contre trouvé étrangement antipathique et réticente envers Woody au début du film, mais les choses s'améliorent grandement par la suite. Aussi, concernant les qualités du scénario, l'histoire de Woody est ici assez intéressante. Le cow-boy semble tirailler entre sa vie d'avant, celle en compagnie de Bonnie et ses anciens camarades, ou une vie d'aventure dont il semble avoir réellement envie, auprès de Bergère justement. L'acceptation de changer totalement de vie et la complète remise en question de soi font partie intégrante des thématiques abordées par Toy Story 4. Des sujets pour le moins intéressants certes, mais que je trouve encore une fois assez peu développés et timides au final. Et s'il y a bien pour moi un vrai gros défaut propre à ce nouvel opus, et pas des moindres, c'est l'absence remarquée d'un réel antagoniste impactant, voire même charismatique. Car dans Toy Story 1, nous avions le terrifiant Sid, sorte de gamin psychopathe qui s'amusait à torturer et mutiler ses jouets et qui me glaçait réellement le sang à l'époque. Papy Pépite dans Toy Story 2 était une véritable ordure. Il ne pensait qu'à servir ses intérêts et à sa gloire personnelle, quitte à trahir tout le monde qui l'entoure pour parvenir à ses fins. D'ailleurs, Toy Story 2 comptait même 2 antagonistes pour le coup, car à cela s'ajoutait l'infâme Hal de la ferme aux jouets, également terrifiant. Il m'a toujours dégoûté. Et dans Toy Story 3, le personnage de Lotso, sous ses airs de figure bienveillante régnant sur Sunnyside, et de petit ourson rose tout mignon, s'avérait finalement être un chef tyrannique au comportement dictatorial, allant même jusqu'à emprisonner nos jouets préférés. Et concernant ce dernier, même s'il n'était au premier abord qu'une redite du personnage de Jessie, jouet abandonné et délaissé par son enfant à la base, Lotso, lui, n'avait pas réussi à passer ce traumatisme. Au lieu de ça, il était devenu un jouet brisé, irrécupérable, passant sa vengeance sur tout et tout le monde qui l'entourait. Et dans Toy Story 4, même si Gabi Gabi part d'une idée franchement excellente à la base, celle d'une poupée des années 50 qui vit dans un magasin d'antiquités entourée de mannequins ventriloques, bien flippant comme il faut d'ailleurs, le personnage ne représente jamais selon moi un réel danger, pas autant que les méchants des précédents volets en tout cas. Elle devient très vite empathique, assez bienveillante, et ne représente pas une véritable menace au sein du film. Mais ça reste à mon sens un jouet intéressant, il s'agit juste ici d'un antagoniste plus faiblard, nuancé et moins mémorable que par le passé, qui arrive finalement trop rapidement à ses fins, avec un dénouement rapide et positif. Bref, en somme un personnage assez peu mémorable, même si la volonté initiale de proposer un peu de nouveauté était une bonne idée à la base. Mais le contrat n'était qu'à moitié rempli selon moi. Et au final, rien n'est foncièrement mauvais dans ce Toy Story 4. Mais de mon point de vue, rien n'est forcément génial ou inoubliable non plus. Et c'est bien ça le problème. Cependant, le film aura quand même réussi à m'émouvoir et me faire passer un très bon moment au cinéma. J'aurais simplement espéré plus de la part des studios Pixar. Et s'il est venu à un moment donné la bonne idée à Disney de proposer un 4e volet aux aventures de nos jouets préférés, parce que l'argent, il n'était évidemment qu'une question de temps avant de voir débarquer un Toy Story 5. Et alors là, côté nostalgie, le premier trailer il va littéralement au bazooka, On prend les mêmes et on recommence. C'était évident que la franchise n'allait pas pouvoir se passer de son cow-boy fétiche. Et si je reste assez dubitatif face à ce fanservice un peu fatigant à la longue, force est de constater que le postulat de ce nouvel opus s'avère assez rafraîchissant et novateur sur le papier, du moins beaucoup plus que le précédent. La confrontation vieux jouet versus technologie m'a l'air pour le moins un sujet intéressant à développer, et plus que jamais d'actualité. J'ai l'impression qu'on nous promet ici une antagoniste bien plus marquante et originale que par le passé, comparée à Gabi Gabi par exemple. Le concept de la calvitie de Woody, montrant que nos jouets vieillissent, est hilarant pour le coup. L'idée est franchement excellente et bien trouvée. J'ai en plus de ça l'impression de retrouver dans cette première bande-annonce la tonalité et le ton si particulier cher au film de la franchise. Et en très peu de temps à l'image, les jouets emblématiques comme Bayonne ou Rex ont déjà eu droit à leur apparition à l'écran, avec des répliques franchement très cool et qui marchent déjà très bien. J'ai l'impression qu'on repart ici sur quelque chose de bien plus ancré dans l'esprit de Toy Story, avec une bande de jouets soudés face à une grande menace inconnue que personne ne sait appréhender. Un côté traditionnel de la franchise qui ne me déplaît absolument pas. Par contre, par pitié, arrêtez avec ces reprises pourries de musique pour les bandes annonces. On sait pertinemment que les compositions du film ne ressembleront pas à ça en plus de ça, mais là ça donne un cachet vraiment très cheap à l'ensemble, et c'est bien dommage. Et malgré tous ces éléments alléchants et prometteurs à première vue, je reste tout de même prudent face à ce nouvel opus. J'attends de voir si ce Toy Story 5 s'avère être la digne suite qu'on attendait tous, ou un pur produit marketing dénué d'âme ou de saveur, comme Disney sait parfaitement les faire ces derniers temps.
Car ces derniers temps, les studios ont cette fâcheuse tendance d'annoncer des suites que personne ne semble vouloir. Coco 2, une potentielle suite à Monstres et compagnie, un monde de Nemo 3, des films qui semblaient pourtant avoir tout dit, avec de très belles histoires et qui se suffisaient à elles-mêmes surtout. Affaire à suivre donc, et réponse dans pas si longtemps que ça au final. Et vous, est-ce que vous l'attendez ce Toy Story 5 ? Dites-le moi en commentaire. À ce propos, merci infiniment pour votre réception sur la vidéo Marvel. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je suis tout seul à faire vivre cette chaîne et c'est énormément de boulot d'écriture, d'organisation avec le travail à côté, et même niveau montage. Ça prend énormément de temps, donc merci à vous. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et tout tralala. Et surtout, prenez bien soin de vous. Salut!